des enfants, de l'époux ou de l'épouse, mais très rarement celle des frères et sœurs. C'est tellement ancré dans la société que les frères et sœurs touchés par le deuil en viennent à nier et à taire leur propre peine. Ils mettent naturellement en place une autocensure de leurs douleurs et de leurs besoins pour ne pas accabler davantage leurs parents qui souffrent des attentes, par crainte de les déranger. C'est bien souvent une souffrance niée et refoulée. Lors de la perte d'un enfant, les parents accaparent la plupart du temps toute l'attention de leur entourage. Cela d'autant plus que les amis et les collègues accordent peu d'attention aux frères et sœurs avec qui ils ont peu de liens. Ils ne peuvent mesurer ce qu'ils vivent et l'impact qu'a sur eux la perte de l'être aimé. Tout cela renforce le sentiment de moindre légitimité à exprimer leur propre douleur. Pourtant, la souffrance de la fratrie est tout aussi réelle et essentielle à entendre et à soutenir. Trop souvent, dans l'ombre des frères et sœurs, peuvent être amenés à masquer la douleur de la perte qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Or, nous savons combien il est important pour le processus de deuil de reconnaître et d'exprimer les émotions qui nous étreignent. Il est aussi parfois difficile de rivaliser avec un absent idéalisé. L'émotion de tristesse peut être amplifiée par le sentiment d'être moins important aux yeux des parents que l'être décédé. Ceux-ci, dans leur douleur, peuvent idéaliser l'enfant perdu, ne garder en mémoire que ses qualités. La focalisation des parents sur l'enfant disparu s'inscrit naturellement dans le processus de deuil. Mais si elle s'accompagne de phrases radicales comme « après son départ, plus rien ne vaut d'être vécu, ma vie est finie, elle est partie avec lui », il peut être très difficile pour les enfants vivants de rivaliser avec la sœur ou le frère absent. Nous avons, lors de nos conférences passées, accueilli des psychiatres, des mamans, un papa, un couple qui sont venus nous parler du deuil ou de leur vécu suite à la perte d'un enfant. Mais aujourd'hui, c'est un frère qui nous apporte son témoignage. La fratrie de M. Paul-Olivier Delannoy comptait 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Et c'est le cadet Jean-Charles qui, en février 1994, décédé dans un accident de la route. Il allait avoir 24 ans. Je tiens à remercier M. Paul-Olivier Delannoy qui a accepté, non pas en tant que bourgmestre de Tournai, mais en tant que frère, de venir parler de son ressenti et partager avec nous son vécu après le décès de Jean-Charles. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à M. Delannoy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Tout d'abord, merci pour cette introduction et je trouve que vous avez déjà dit énormément de choses. En tout cas, ce sont des choses que personnellement je ressens et que je vous dirai à ma façon à moi. La première chose aussi que je veux absolument signaler dès le départ, c'est que je regrette vraiment que Mme Delécluze ne soit pas présente parce que c'est vrai que Mme Delécluze a été véritablement la personne qui a porté ça en disant c'est vrai que les témoignages des frères et des sœurs, on n'en a pas nécessairement et est-ce que ça vous intéresserait de le faire ? Oui, ça m'intéresse de le faire parce que je pense que c'est aussi, comme je le dirai à la fin de mon discours, une forme de thérapie. Ça fait parfois du bien aussi d'en parler et je vous dis tout de suite, bon, il y a des choses qui sont agréables, des choses peut-être moins agréables à entendre, mais encore une fois, je n'ai pas envie que ce soit une conférence où après la conférence, tout le monde a envie de pleurer. Je pense qu'effectivement, moi, l'image que j'ai de mon frère est peut-être, comme vous l'avez dit, il est décédé le 12 février 1994 et peut-être que l'image que mes parents m'ont donnée après ce 12 février 1994, c'est peut-être que cette date-là, comme si
La vie de mon frère se résumait au 12 février 94. Moi, mon frère, c'est tout ce qu'il y a avant 12 février 94. Et je vous en parlerai aussi parce que, ben voilà, comme j'ai dit, il y a un avant et il y a un après. Je vais d'abord vous parler de l'avant, qui est peut-être la chose la plus agréable, bien évidemment. Alors pourquoi j'ai souhaité intituler cette conférence l'auriculaire? Donc j'avais demandé à Madame Delécluse si je pouvais l'intituler ainsi. C'est parce que j'ai depuis pas mal de temps, mais ça fait longtemps que c'est dans ma tête, mais enfin il commence tout doucement à prendre corps, j'ai envie d'écrire un livre, et encore une fois, comme je le dis, je n'ai pas envie que ce soit un livre qui soit très triste. Je veux absolument montrer parfois les deux côtés d'une même pièce. Pourquoi l'auriculaire? Comme vous l'avez dit, hein, nous étions 5 chez moi, et donc j'en ai fait un parallèle avec une main, et l'auriculaire, c'est le petit doigt, c'est le dernier, c'est le petit doigt qui, dans la légende populaire, c'est beaucoup de choses. Mon petit doigt l'a dit, c'est vraiment quelque chose que je l'ai parfois entendu, et donc le petit doigt, effectivement, il est à un moment donné parti, et l'auriculaire, j'ai aussi appris que c'était le doigt peut-être le moins important, c'est le 4e, et je suis le 4e de la fratrie. C'est bien évidemment aussi sous forme d'humour. Alors, effectivement, 12 février 94, l'accident. Alors, les circonstances, je vous les donne. Jean-Charles ne voulait jamais conduire. On ne vous entend pas très bien. On ne m'entend pas bien? Si, ils disent que si. Vous m'entendez bien ou pas? Dites-le. Hein. Dans le fond, on m'entend bien, et apparemment, si je vous parle ainsi, c'est mieux. Allez. Donc, le 12 février, donc, est la date de l'accident. Ça se passe très tôt le matin. Mon frère est parti avec un cousin de la famille et il n'est jamais pu rentrer. Accident le long de la chaussée à Pec. Coup du lapin. C'est en tout cas l'image qui a été parfois donnée. Je vous en reparlerai aussi du coup du lapin. Je l'ai toujours dit, ils sont partis à deux, ils se sont amusés à deux. Jean-Charles ne conduisait pas parce qu'il refusait de conduire, il n'aimait pas de conduire, et donc il était systématiquement convoyeur, et systématiquement il utilisait, donc comme on le dit aussi dans une certaine imagerie populaire, la place du mort. Alors, avant le 12 février 94, c'est une famille qui est très très proche, qui est très très unie, avec des frères, avec des sœurs. Vous l'avez dit tantôt, 3 frères, 2 sœurs, enfin 3 garçons, 2 filles. Moi j'avais donc 2 frères, 2 sœurs. Je vivais dans une cité sociale. Cette cité sociale à Potte, très honnêtement, j'ai appris après que les uns et les autres pensaient parfois que vivre dans une cité sociale, c'était un peu stigmatisant. Moi, je peux vous garantir que la cité sociale de Potte que j'ai à l'époque est aussi une image très idyllique, parce que tout le monde s'entendait très très bien dans cette cité, et donc on formait vraiment, au-delà de la famille en tant que telle, peut-être une famille déjà beaucoup plus élargie entre nous dans le village. C'est un village où il faisait très bon vivre. Je n'avais très honnêtement on n'a jamais eu entre frères et sœurs, je sais que parfois ça arrive dans certaines familles, certaines jalousies. Très honnêtement, quand il se passait quelque chose pour l'une ou l'autre, nous en étions tous très fiers, nous étions très, très heureux. Moi j'étais plus jeune, par exemple, j'ai eu une sœur qui, à un moment donné, dès le départ, est partie, elle avait fait des études d'infirmière, elle s'est mariée avec un médecin. Je me rappelle, son premier voyage, c'était au Sénégal. Alors maintenant, c'est relativement logique, tout le monde va à droite et à gauche, mais quand je vous parle de ça à une certaine époque, aller au Sénégal, c'était quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais eu, on n'a jamais eu chez nous, c'est regarder dans l'assiette de l'autre, ce qui était bien pour l'un était bien pour tout le monde. Et ça a toujours été ainsi entre nous. Je parle bien des frères et des sœurs. Donc aucune jalousie. Et je ne sais pas comment pouvoir relater ça, mais les fêtes familiales chez moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit les communions, parce qu'on a fait notre communion, c'était vraiment une très très grande famille, on s'amusait, et puis surtout, en plus petit comité, les réveillons, les fêtes de famille,
les réveillons, je peux vous garantir que c'était la folie. Je connais par cœur, pratiquement par cœur encore maintenant et aujourd'hui, je pourrais vous le faire, un petit spectacle si vous le souhaitez. Le Grand Jojo, je le connais par cœur, je peux vous le garantir. Et toute une série de chanteurs ainsi. Pourquoi? Parce qu'on s'amusait. Gigi Lamoroso, de Dalida, ma sœur montait sur la table et on était partis, etc., etc. C'était des souvenirs, et ce sont toujours des souvenirs phénoménaux, c'était vraiment fantastique. Et donc, chez nous, tout était toujours prétexte à s'amuser entre nous, toujours. On savait travailler aussi, parce que ça c'est quelque chose qui qui a souvent été signalé, c'est quand on sait travailler. Quand on sait s'amuser, il faut savoir travailler. Je peux vous garantir qu'on était véritablement dans cette logique. Et donc, dans la famille, une minute ou une journée où on ne s'amusait pas, où on ne riait pas, c'était véritablement une année de perdu. Ça, c'est le clan, petit clan familial, les frères, les sœurs et les parents. Et puis, il y a un clan familial qui est beaucoup plus important, avec maman qui a énormément de frères et sœurs, papa également, et donc, quand tout ce beau monde, à un moment ou un autre, se réunit, et je me rappelle très bien que il y avait des fêtes plus importantes que d'autres, et notamment, enfin c'est pas une fête, mais en tout cas à l'époque, le 1er novembre, le jour de la Toussaint, mon grand-père faisait par exemple des gaufres. Je pense que c'était des centaines et des centaines et des centaines de gaufres, et tout le monde débarquait. Tout le monde débarquait dans la famille, et c'était l'occasion de revoir les oncles, c'était l'occasion de revoir les tantes, c'était l'occasion de revoir les cousins. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un cousin par alliance qui conduisait la voiture. La Saint-Nicolas, c'était la même chose. La grand-mère c'était vraiment, je pense qu'elle faisait des économies toute l'année que pour pouvoir offrir des cadeaux à la triclée d'enfants, parce qu'on était vraiment très très nombreux, parce que chaque membre de la famille avait tous 4, 5, 6 enfants, donc vous imaginez, vous multipliez tout ça. Il n'aurait pas fallu que mon grand-père, monsieur le doyen, soit curé, parce qu'effectivement, il y aurait eu un peu moins de monde à ce moment-là. Et donc, nous étions véritablement, comme je le disais souvent, dans un monde qui était, on le dit peut-être idyllique, mais moi, je vivais véritablement le bonheur. Je ne suis pas croyant, je sais simplement que si le paradis existe, et même en n'étant pas croyant, j'espère qu'il existe, je suis sûr et certain d'y rencontrer mes grands-parents. Chez ma grand-mère, par exemple, on faisait tous les jours le café. Et c'était vraiment, véritablement, tout le monde déambulait dans la maison pour venir, et on parlait énormément. Le village entier se retrouvait, j'avais l'impression qu'il se retrouvait dans le salon de mes grands-parents. Alors, encore une fois, j'ai l'impression de donner une jeunesse idyllique, mais je peux vous garantir que c'est véritablement le sentiment que j'ai eu. Par contre, ce que je me rappelle très très bien, c'est que nous n'étions pas très riches, mais je pense que la richesse, elle est parfois autre chose que sur un compte en banque, et je pense que cette richesse, je viens de vous l'expliquer, je l'avais autrement. Mais j'ai vécu toute ma jeunesse, je me rappelle très très bien, avec un papa qui me disait toujours la même chose, et qui disait la même chose à tout le monde, c'est « il peut tout m'arriver, sauf perdre un enfant ». Ça, j'ai vraiment été baigné dans ce monde-là. À l'école, par exemple, c'était également la même chose, c'était s'amuser. Jean-Charles, donc moi, comme j'avais 5 ans de plus que lui, je suis arrivé par exemple à l'Athénée la première fois, la première journée, je ne connaissais personne. C'était très dur pour moi. Par contre, effectivement, quand Jean-Charles, lui, est arrivé, j'étais un peu le grand frère protecteur, et donc le fait d'être grand frère protecteur nous faisait aussi, encore une fois, nous amuser. Avec lui, je n'ai pratiquement que des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescents qui sont, encore une fois, que du bonheur. Alors ne pensez pas que j'ai zappé toute une série de choses et que, comme vous l'avez parfois un peu dit dans l'introduction, que
j'en fais quelque chose d'idyllique. Je peux vous garantir que c'était véritablement ainsi. On était dans un petit village où tout le monde se connaissait. Je ne pourrais pas vous dire la même chose maintenant, parce qu'effectivement, les villages évoluent. Et nous étions, par exemple, aussi au football, par exemple, les champions du monde de la troisième mi-temps. Ça, je vous assure qu'on était vraiment très, très forts. Plus taquins et plus emmerdeurs que nous, c'était difficile de trouver. On s'amusait parfois en disant « celui-là et celui-là, on va les faire disputer ». Et il fallait 35 secondes pour que le ton il monte entre l'un et l'autre, parce qu'on avait mis un petit peu de piment, et c'était toujours assez marrant, sauf pour les deux qui s'en rendaient bien compte par après. On arrivait par exemple aussi, je me rappelle, dans une buvette où il y avait une dame qui avait une sainte horreur que son mari fasse le con, et je peux vous garantir que quand on arrivait, il nous fallait un quart d'heure, 20 minutes avant que le mari monte sur la table et commence à chanter, et je peux vous garantir, elle était folle, furieuse, et ça nous faisait bien évidemment rire, et tout le monde était dans ce contexte-là. Bref, pour vous dire que s'il y a bien un mot que je retiens de ma jeunesse avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes enfants, c'est le terme, avec mes parents, c'est bien évidemment le mot bonheur. Alors, je vais vous donner 2-3 petits exemples de la relation très forte que j'avais avec Jean-Charles. Maintenant, je peux le dire, il y a prescription. À l'université, j'avais fait un travail sur les origines de la Seconde Guerre mondiale. Et ce travail a fait traîner un peu à la maison. Et puis, à un moment donné, Jean-Charles vient me voir et me dit « je suis un petit peu embêté parce que il était un élève moyen à l'Athénée, mais je suis invité à aller avec les parents recevoir un prix, le prix du baron Lambert, je me rappelle très très bien, pour le travail fait en termes de résistance. Je ne sais plus très bien quel était le titre. En fait, Jean-Charles avait simplement et purement simplement gommé le prénom et remis le travail in extenso à l'Athénée, sans rien dire, bien évidemment, sans le lire même. Et apparemment, ça avait reçu un prix, et donc il avait fallu après aller chercher le prix. Il était ainsi, parce qu'il s'était dit, si jamais on m'interroge, ça va quand même être emmerdant. Mais mes parents n'ont jamais su que c'était pas lui qui avait fait le truc. Ils étaient très très fiers, bien évidemment, du travail qu'il avait réalisé. J'en suis aussi un tout petit peu fier parce que je l'ai eu par la bande. Mais bon, voilà, c'était ce genre de relation qu'on avait. Nous étions des taquins de première, et ce côté taquin, je pense que je l'ai gardé un tout petit peu, mais bon, voilà, j'essaie de... Ceci, c'était un peu comme je vous l'ai dit tantôt, avant. Et alors, il y a autre chose que je voulais aussi vous dire, c'est que le 12 février, quand ça arrive, le 11 au soir, je suis à Pott, je suis dans un restaurant où j'ai invité toute une série de personnes à venir au restaurant avec moi. Et toutes ces personnes, c'était en fait des personnes qui m'avaient aidé lors d'un déménagement. C'était tous des copains. Jean-Charles m'avait aidé lors de ce déménagement. Mais lui, je ne l'avais pas invité. Parce qu'entre frères, effectivement, on ne se disait jamais merci. C'était ainsi, c'était normal, c'était logique. Et donc vous comprendrez qu'il y a toujours une petite voix au fond de moi, qui me revient souvent et qui me dit « mais peut-être que si tu l'avais invité ce soir-là, ce ne serait pas arrivé ». Alors j'ai beau me dire « allez, il faut zapper ça », mais il n'empêche que cette petite voix-là me revient de temps en temps. Et ça, c'est difficile, bien évidemment. Alors, tous les copains étaient là, et ce jour-là, comme le restaurant est à Pott, comme à ce moment-là, je ne buvais pas que de l'eau, je dors à Pott, pour justement ne pas faire le retour, étant donné qu'à l'époque, comme j'avais déménagé, j'habitais Tournai. Je dors à Pott, et je me rappelle très bien, comme si c'était hier, qu'on vient me réveiller relativement tôt le matin pour me dire « Paul, tu dois aller chez ta maman, on vient de téléphoner, c'est très grave. » Ok.
quai. Je sors de la maison et entre l'endroit où je dormais et la maison où mes parents habitaient, il y avait en fait simplement la cité à remonter. C'est une bonne centaine de mètres. Je ne sais pas, je ne saurais plus vous dire le temps qu'il m'a fallu pour franchir ces 100 mètres. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de choses se sont passées dans ma tête à ce moment-là, parce que la première image que j'ai quand je remonte la cité, c'est un combi de police. Or, dans la cité à Potes, la police, elle ne va pas. Pas qu'elle n'oserait pas y aller, comme certains endroits maintenant dans le nord de la France. Non, non, la police, elle ne va pas parce qu'il n'y a jamais de problème. Et donc, quand la police, elle est là, ça veut dire quelque chose. Et donc, encore une fois, quand je vois ce combi de police, directement, je pense à ça, vu qu'on m'avait dit tu dois remonter, c'est très grave, ça concerne Jean-Charles. Directement, j'ai pensé à ça, en me disant Jean-Charles a eu un accident, il est décédé. Ou Jean-Charles est décédé, point. Tout de suite. Tout de suite. Mais je sais aussi qu'en montant cette cité, je me suis dit, mais 50 000 fois, j'espère que c'est pas ça. Et quoi qu'il ait fait, je suis déjà prêt à le pardonner. Je me rappelle très bien de cette image que j'ai en tête. Je suis déjà prêt à pardonner la connerie qu'il aurait pu éventuellement faire. Quand bien même, je me le mets en tête, quand bien même, pour une raison X, Y, Z, alors qu'il était tout sauf violent, mais on ne sait jamais, quand bien même il en aurait tué un. Je me dis ça, je suis prêt à lui pardonner tout de suite. Et puis, on continue à monter, j'arrive face à la porte qui s'ouvre seule, ou en tout cas, quelqu'un est derrière, m'ouvre la porte, et ce quelqu'un est un commissaire de police. Alors, voilà, comme à l'époque on est plus jeune, quand on est un peu jeune, c'est le shérif qui vous le dit aujourd'hui, on est tous un tout petit peu anarchistes. Si on n'est pas anarchiste à 18-19 ans, on ne le sera jamais. Et donc le côté police, c'est toujours un côté qui nous fait un peu réfractaire par rapport à ce côté-là. Et je dois vous dire que j'ai eu une fameuse leçon de vie. Et c'est peut-être depuis lors que je regarde la police un peu différemment. Je regarde la police comme étant des êtres humains et des personnes qui souffrent aussi dans leur chair. Et ils m'ont donné véritablement une fameuse leçon de vie. Parce que je me rappelle, je vois le commissaire que j'ai croisé après dans ma vie professionnelle. Je vois le commissaire qui, à un moment donné, va faire du café. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est une image qui me reste, à savoir, il y a quelqu'un qui est là et qui essaie de faire. Maman est alité là dans le fauteuil, papa est dans le divan complètement groggy, et puis on me dit ce qui est arrivé, bien évidemment. Et là, c'est, comme je l'ai dit, il y a eu un avant et il y a eu un après, et l'après commence à partir de ce moment-là. Je reviendrai sur la police après. Il faut aller l'annoncer aux grands-parents, aller annoncer que Jean-Charles était avec un petit cousin par alliance, donc c'était le mari de ma cousine, que le mari de ma cousine n'a rien, que Jean-Charles est mort. C'est dur. C'est dur parce que, comme je l'ai dit, la loi naturelle veut que on enterre ses parents, mais pas que les parents enterrent leurs enfants, et encore moins des grands-parents enterrer leurs petits-enfants. Et puis c'est aussi moi qui vais à ce moment-là annoncer la nouvelle à la copine, ils étaient ensemble depuis pas mal de temps, et c'est aussi quelque chose où à un moment donné, il faut pouvoir oser dire à ces gens-là, tu es jeune, donc Jean-Charles avait 24 ans, donc la copine en avait, je suppose, plus ou moins la même chose. Alors elle adorait Jean-Charles, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'elle ne peut pas vivre avec l'image de Jean-Charles toute sa vie, et qu'elle doit faire sa vie, bien évidemment. Ça, c'est pas facile nécessairement à dire. Pour moi, ça l'est relativement. Enfin, ça le fut facilement à un moment donné s'il fallait le dire. Mais
difficile aussi à admettre pour les parents, qui est assez... je parle bien évidemment de mes parents, je ne suis pas en train de juger les uns et les autres, je ne sais pas, et je suis, ça je vais le dire une fois, deux fois, 10 fois, je ne juge personne. Voilà, ce sont des faits, ces faits qui sont là, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction, il y a des réactions. Encore une fois, est-ce une bonne réaction, n'est-ce pas une bonne réaction? J'en sais rien, mais je pense que c'est aussi un message qu'il fallait faire passer à un moment donné, c'est que quelqu'un qui est jeune ne doit pas non plus, à un moment donné, se cloîtrer dans le deuil, dans le silence, etc. Et ça a été effectivement quelque chose qu'il a fallu également le dire. J'ai parfois l'impression qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu une porte d'une salle de concert qui, à un moment donné, se referme et où il n'y aura jamais plus de concert après, où il n'y aura jamais plus de musique. Et il y a des silences qui parlent, et il y a des silences qui font très très mal. Et ça, j'ai eu énormément de difficultés justement à gérer ces silences-là. Comme je vous l'ai dit, on vivait dans un village qui était un petit village où tout le monde se connaissait. Et lorsque les funérailles ont lieu, je pense réellement que c'est un véritable traumatisme dans le village. Tout le monde connaissait Jean-Charles, tout le monde connaissait son humour. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment, quand il est parti, c'est le village entier qui était en deuil. La seule chose, c'est quand ça arrive, beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, etc., etc. Vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à pleurer en public, ce qui parfois fait dire à mon fiston que je n'ai pas de larmes. Il se trompe, bien évidemment, mais j'ai souvent des difficultés de le faire en public. Chacun a sa façon d'encaisser les choses. Et je pense encore une fois qu'il ne faut pas juger, mais je me rappelle très bien que, et j'ai toujours eu beaucoup d'humour noir, je continue à en avoir, mais que certains criaient énormément à l'enterrement. Je me dis, tiens, ils essaient de me battre ou je ne sais pas quoi. Bon, c'était ma façon à moi, effectivement aussi, de réagir et de réagir dans l'humour noir. J'ai effectivement toujours encaissé. Est-ce une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose? Je n'en sais rien. Quand ça arrive, il y a énormément de monde, il y a énormément de témoignages de sympathie. C'est bien évidemment réconfortant, mais ça ne dure pas. Et c'est logique, parce que monsieur et madame tout le monde, après, retourne un petit peu vaquer à ses occupations. Donc dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, etc., etc. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, mais c'est difficile à encaisser, un peu moins pour les frères et sœurs, parce que voilà, il faut vivre et on continue à vivre. Pour les parents, ça a été, à mon avis, très dur. Mais je me rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites lorsqu'il y a un deuil. Des personnes qui ont du mal à parler avec quelqu'un qui a perdu un très jeune, et je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de parler, parce que sinon... mais je pense que les uns et les autres ne savent pas comment aborder les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et j'ai entendu énormément de conneries, mais je ne juge pas, parce que ça sortait toujours d'un bon sentiment. La seule chose que j'ai entendue aussi à l'époque, et que j'ai toujours retenue, c'est une tante qui a dit à mes parents, qui a surtout dit à maman, tu sais, Claudine, vu que c'est le prénom de maman, tu verras, ton enfant ne va jamais plus vieillir. Et tu auras toujours l'image de ton fils tel qu'il est parti. Et effectivement, quand je pense à Jean-Charles aujourd'hui, j'ai Jean-Charles à 24 ans, à savoir beau comme un dieu, parce qu'on est beau dans la famille. On disait souvent que, encore une fois, c'est de l'humour noir, je le dis tout de suite, hein. Les laits, chez nous, on les jetait. C'est le genre d'humour que Jean-Charles et moi faisions. Et donc, effectivement, t'es beau comme un dieu, c'est vrai. Mais je ne sais pas m'imaginer Jean-Charles aujourd'hui.
comment serait Jean-Charles aujourd'hui? Est-ce qu'il serait toujours aussi beau? À mon avis, un peu moins. Il serait resté svelte, à mon avis, avec le nombre de pannes qu'il vivait à l'époque. Je suppose qu'il aurait grossi un tout petit peu. Mais en tout cas, l'image que j'ai, c'est un type qui est beau. Et c'est toujours cette image que j'ai. Et c'est assez marrant, entre guillemets, c'est que la personne qui l'a dit, à savoir tante Léonie, était une femme qui avait perdu son enfant, je pense quasiment au même âge que Jean-Charles. C'était 23-24 ans d'un accident de mobilette, mais bien avant. C'était une petite cousine à papa. Et donc, cette image-là, je l'ai toujours en tête. Et donc, encore une fois, c'est un peu le tumulte, hein, c'est le village qui est en ébullition, c'est plein de témoignages qui nous arrivent, et puis c'est la vie qui reprend, et c'est surtout le silence qui arrive, et la vie reprend, mais un peu chacun dans son coin. Moi, j'ai eu une réaction qui a été de vivre à 300 à l'heure. Je voulais éviter la réalité, et donc, en vivant à 300 à l'heure, dans le boulot, dans toute une série de choses, j'ai tenté d'échapper à une certaine réalité, parce que la réalité, elle vous revient toujours en pleine patate. Et donc, encore une fois, je ne juge pas les autres, je ne me juge pas non plus, mais je sais aussi que c'est peut-être pas la meilleure façon, parce que j'ai certainement raté pas mal de choses, et j'ai certainement, notamment par rapport à mes filles, raté des choses. Quand ça arrive à la maison, quelles sont la réaction des parents? La réaction la plus, physique, c'est d'aller bloquer, excusez-moi l'expression, mais cette putain d'horloge à 22 heures. 22 heures est non pas l'heure à laquelle Jean-Charles est décédé, mais c'est l'heure à laquelle où il a claqué la porte en disant au revoir. Il sortait, il sortait, il a dit au revoir. Enfin, quand je dis claquer la porte, c'est pas je claque la porte et je pars, c'est fermer la porte pour lui sortir. Il était 22 heures. Et donc mes parents ont eu cette brillante idée de bloquer cette horloge à 22 heures. Ça m'a rendu malade. Malade parce qu'en fait, quand vous essayez de vivre, vous allez chez les parents, et en plus moi j'ai souvent ce tic-là. Quand je rentre chez moi, je regarde dans la boîte aux lettres, et quand je suis dans une maison, à tout moment, je regarde l'horloge. Et donc, quand vous ne pensez pas à quelque chose, il y a toujours cette putain d'horloge pour vous venir en pleine figure et vous le rappeler. Un peu comme, je sais pas, quelque chose qui est là, systématiquement. Et ça, j'ai eu énormément, je pense que j'aurais dû foutre un coup de pied dans cette horloge, mais encore une fois, est-ce que c'eût été la bonne réaction? Je n'en suis pas sûr. Deuxième élément physique, c'est, encore une fois, excusez-moi l'expression, cette putain de persienne qui n'a pratiquement plus jamais été relevée pendant pas mal de temps. Et donc les parents vivaient dans le noir. Pour quelqu'un qui aime bien, comme moi, la vie, le bonheur, etc., ce fut aussi quelque chose de difficile. Après X années, ils ont fait un tout petit effort, on a ouvert un tout petit peu la persienne, mais ce fut en tout cas très, très difficile. L'autre chose que j'ai eu certaines difficultés, c'est qu'on ne savait pas avoir de discussion. Il n'y avait jamais de discussion. La seule et unique discussion, c'était Jean-Charles. C'était toujours Jean-Charles, et encore Jean-Charles. Parfois je disais, Jean-Charles, tu m'emmerdes. Tu savais combien de fois j'ai réglé mes comptes avec quand je vais au cimetière. Je parle avec lui, les gens doivent dire que je suis complètement pété. Et je le dis aussi, je le dis tout de suite, excusez-moi tout de suite, monsieur le doyen, mais depuis que je vais au cimetière, depuis que Jean-Charles est mort, je ne sais pas y aller sans cracher au ciel. C'est ma façon à moi de dire, je ne suis pas d'accord. Et si Dieu existe, et j'espère qu'il existe, j'espère que je pourrai un jour avoir une discussion entre quatre yeux. Et donc c'est ma façon à moi de réagir. C'est certainement pas la plus intelligente, mais que ça fait du bien. L'autre chose qui était peut-être aussi très difficile, c'est que du jour au lendemain, il n'y a plus de repas chez moi. Ça a été terminé. Il n'y a plus de réveillon chez moi.
ça a été terminé. Et tantôt, quand je vous disais que je connaissais les paroles par cœur du grand Jojo, je peux vous garantir que je peux pratiquement aussi, le piano qui est là, mais je ne sais pas jouer, vous faire Gigi Lamoroso de Dalida. Et c'est assez comique parce que je ne crois pas au hasard. Parfois, il y a des signes qui sont là. Mais si vous réécoutez Gigi Lamoroso, le type, il n'est pas mort. Il est simplement parti chanter, essayer de faire carrière aux États-Unis. Et comme il est parti, le village est tombé en désuétude. Et à un moment donné, on ferme aussi les volets. Et donc, je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais en tout cas, est-ce que la chanson de Gigi Lamoroso, qu'on chantait tous à tue-tête, avait un jour été créée pour la famille, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ainsi que je l'ai vécu. Alors, quand je dis on n'a jamais plus été invité, donc plus aucun repas, je pense que la crainte, c'était que si on faisait des repas, on puisse retomber très vite dans ce qu'on faisait avant, à savoir l'amusement. Et bien évidemment, entre nous, parfois je ne repas avec mes frères et sœurs, je peux vous garantir que je refais du grand Jojo et que je refais du Gigi Lamoroso. Je suis impeccable, je vous assure, je suis imbattable. Et les autres aussi. Et donc, je pense qu'à un moment donné, ça a été cette crainte de dire, on va s'amuser. Et s'amuser, ça aurait été éventuellement pour eux peut-être considéré comme un péché. On ne pouvait plus s'amuser. Et ça, j'ai eu énormément de difficultés. Mais si moi j'ai eu ce genre de difficultés, je pense que je peux quasiment parler au nom de mes frères et sœurs, ce comportement-là a existé aussi avec les autres membres du village. Et donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les autres, sans le vouloir, sans aucune méchanceté, etc., mais ils fuient. Et donc les parents se retrouvent seuls. Et encore une fois, je ne juge pas, je vais encore le dire certainement pas mal de fois, mais tout ce comportement ont eu effectivement toute une série d'autres conséquences. Et ces conséquences, c'est un peu de notre faute. Moi, personnellement, j'ai parfois voulu, comme je vous l'ai dit tantôt, donner le coup de pied dans l'horloge ou faire autre chose, hausser le ton. Je l'ai parfois fait. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne solution. Parce qu'on allait dans une impasse. Et l'impasse eût été de dire, si ça ne te plaît pas, ben, tu n'es pas obligé de venir. Et donc, on n'allait pas rajouter à ce genre de choses, ce genre de drame, un drame plus tard, parce qu'une fois que parfois des mots qui sont dits, qui dépassent parfois les mots dépassent parfois la raison, et après, ce sont des mots qui font très mal, etc., etc. Et donc, j'ai un jour tenté d'hausser le ton, et puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine, tant pis, on va vivre avec, c'est ainsi, on continuera. Comme je vous l'ai dit, donc, les autres fuient avec raison, parce que si quelqu'un vient, il n'y a que ce sujet-là qu'on aborde. Et un autre élément physique aussi, et j'y reviendrai après, c'est la chambre. La chambre de Jean-Charles, tant qu'ils ont habité Pott, n'a pas changé du jour où il était parti au dernier jour où ils ont quitté la maison à Pott. Ils ont resté là très très longtemps. La chambre était devenue un musée. Et donc, il faut regarder l'horloge, ça vous revient. Il faut regarder la personne, ça vous revient. Vous montez, vous ouvrez la chambre, ça vous revient. Et ça vous revient toujours. Le pire que j'ai constaté, c'est que parfois l'un, quand je dis l'un, je parle de mes parents, allait un peu mieux que l'autre. À un moment donné, pour une raison X, Y, Z, l'un allait un peu mieux, et on aurait pu espérer que l'un aspire l'autre vers le haut. Et ce qui s'est passé systématiquement, que ce soit papa ou que ce soit maman, c'est que quand l'un allait un peu mieux, il aspirait l'autre, mais par le bas. Un peu comme du sable mouvant, en disant non, encore une fois, on ne peut pas aller mieux.
On ne peut pas aller mieux parce que est-ce que c'est une forme de, comment dire, d'auto-flagellation qu'on se met à un moment donné en tête, j'en sais rien. Encore une fois, je ne juge pas. Comme je vous l'ai dit, le conducteur était un cousin par alliance, donc c'était surtout le mari de ma cousine. Et autant, moi j'ai eu aucun problème à continuer à voir tout le monde, mais autant il s'est aussi passé quelque chose dans la famille. Et quand on se réunissait le jour de la Toussaint pour ces fameuses gaufres, où toute la famille était là, où tout le monde s'amusait, là ce fut terminé. Le clan de la noix, quand je parle de la famille des parents, n'y allait plus de peur d'eux. Et puis une phrase par ici, une phrase par là, un propos déplacé, et ça prend des proportions beaucoup trop importantes, me semble-t-il, et donc tout se casse. Tout se casse avec l'extérieur, tout se casse avec la propre famille. Avec, à côté de ça, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai surtout été élevé chez ma grand-mère, une grand-mère qui a perdu son petit-fils, et une grand-mère qui se rend compte aussi que la famille est en train de se casser pour des raisons, voilà, c'est arrivé, il n'y a rien à faire, on ne peut pas revenir en arrière, Jean-Charles est sorti avec le cousin, un, on ne l'a pas forcé à sortir, deux, ils se sont amusés ensemble, trois, si c'était lui qui avait conduit, s'il avait eu le permis, peut-être que ce serait dans le côté inverse, donc on ne peut pas. Mais c'est un constat, c'est qu'à un moment donné, tout s'est aussi cassé et ce fut difficile, et je vous dis, je m'en vante un peu, mais enfin mes frères et sœurs également, mais nous on n'a pas voulu jouer dans ce jeu-là. Je veux dire, alors on ne se voit plus comme avant, bien évidemment, parce qu'on vieillit, parce qu'on a notre vie professionnelle, etc. Mais j'ai en tout cas jamais, enfin, quand j'en croise un de temps en temps, ça reste toujours mon oncle, ça reste toujours mon cousin, etc. Il faut dépasser, mais c'est pas facile. Et encore une fois, comme je l'ai dit, et comme je continuerai à le dire, je ne juge pas. Et j'avais l'impression, en tout cas, que dans ce cas-là, on était, chez mes parents, on était soit pour, soit contre. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que tout le monde souffre. Les autres souffrent aussi. Je pense que quand il y a un drame qui arrive quelque part, le type qui est décédé, bien évidemment, la famille souffre. Il arrive que la personne qui est à l'origine du décès, pas facile non plus, hein, pas facile non plus. Maintenant, c'est plus simple peut-être, mais c'est quand même difficile aussi à devoir porter. Si demain, un de mes enfants était à l'origine d'un accident mortel, voilà, il faut vivre avec. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut juger? Je n'en sais rien. Pas si je sais. Et donc pouvoir prendre de la hauteur quand il arrive ce genre de choses, c'est délicat, c'est difficile, mais je pense qu'il faut le faire. Alors, je vous l'ai dit, là c'est anecdotique, moi, ça me fait rire, mais c'est un Tournaisien qui vous le dit. Le lundi perdu à Tournai, c'est quand même quelque chose d'assez important. Chez moi, chez mes parents, on ne mange plus de lapin. Pourquoi on ne mange plus de lapin? Parce que Jean-Charles est mort du coup du lapin. Pourtant, le lapin, c'est bon. Et moi, je mange du lapin. Et quand j'en mange, je pense à l'engin. Maintenant, quand je vous l'ai dit, je ne juge pas. Comment je ferais si ça m'arrivait à moi, si ça m'arrivait à un de mes enfants, et je ne le dirais pas parce que, comme j'ai entendu papa dire toute sa vie, il peut tout m'arriver sauf perdre un enfant. Je me rappelle aussi, quand j'étais au CPS de Tournai, je regarde parce que c'est jamais, enfin, de toute façon si elle est là, je ne dis rien de mal, mais Madame Dumont qui était
la big boss du CPS, était en fait quelqu'un qui avait travaillé aux Trois Suisses avec mon papa et était originaire de Potte. Et donc quand je suis devenu au CPS de Tournai, je fus directeur du Home Varia Delcroix. Il y en a un qui s'en rappelle très bien ici, vu qu'il était le président du CPS, M. Massy, que je salue, à savoir Christian. À l'époque, je me rappelle très bien quand c'est arrivé, Madame Dumont m'a appelé, étant donné qu'elle connaissait très bien papa et que je travaillais au CPS. Et Madame Dumont m'a sorti une phrase identique à celle de papa. Il peut tout m'arriver sauf perdre un enfant. Il peut tout m'arriver sauf perdre un enfant. Et habite Potte. Alors je ne sais pas s'il y a une malédiction pour les gens de Potte qui disent il peut tout m'arriver à perdre sauf perdre un enfant. Mais ce qui est arrivé aussi à Madame Dumont, c'est la même chose que ce qui est arrivé chez mes parents, à savoir qu'elle a également perdu un enfant, ce qui est quand même assez dingue, enfin, qualificatif, n'est certainement pas le bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, par rapport au comment je réagirais si ça m'arrivait, j'en sais rien du tout. Et peut-être que je ferais la même chose, et que ce que je suis ici en train de dire, je ne pourrais peut-être pas l'appliquer de la même façon, ou je l'appliquerais peut-être de la même façon, ce qui veut dire que c'est quand même assez dingue. Mais il n'empêche que si je vous ai parlé de beaucoup de choses qui étaient un peu négatives, ben je vais peut-être vous dire aussi quelque chose, alors je ne sais pas si c'est positif, mais c'est ma façon à moi de réagir et de voir ce que après je suis devenu. Je suis persuadé que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu avec Jean-Charles, je ne serais pas aujourd'hui à ce poste. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que ça vous permet de vivre autrement, d'aborder la réalité en face autrement, de l'aborder avec une certaine sérénité. Alors le monde politique est souvent critiqué, on en pense ce qu'on veut, mais c'est un monde qui est très difficile, où on ne se fait pas nécessairement beaucoup de cadeaux, où quand à un moment ou un autre des coups sont lancés, ils peuvent être lancés de façon très très basse, qui peuvent faire parfois très très mal. Et je peux vous garantir que, j'en ai vécu quelques-uns, mais je peux vous garantir aussi que systématiquement, et avec Ludivine c'est la même chose, c'est de se dire, ouais mais, ouais, il y a ça, on t'a fait ça, et effectivement. Mais il y a quand même moyen de relativiser, et quand effectivement, je pense à Jean-Charles, bah, il me faut 10 secondes pour évacuer le problème, 10 secondes pour changer de sujet. J'ai actuellement des greffes sur le dos, ça m'empêche de dormir, etc., etc. Et après, je me dis, bon, ça va, il y a pire. Demain, on est encore là. Donc, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir une force intérieure exceptionnelle. Alors, j'aurais préféré peut-être ne pas être ici aujourd'hui à ma place et ne pas être celui que je suis devenu. Ça, c'est clair, c'est sûr, c'est certain. Mais voilà, donc je dis souvent que je dois énormément à mon petit frère d'être devenu ce que je suis devenu. C'eût été assez marrant d'ailleurs si il m'avait aidé un peu en campagne électorale. À mon avis, ça aurait fait. Je m'imagine déjà. Certains adversaires politiques ne peuvent pas s'imaginer. Mais bon, ben voilà, c'est ainsi. Je vous ai dit que cette petite voix intérieure qui était toujours chez moi quand même avec ce... Désolé, je vais encore utiliser un gros mot, mais ce putain de déménagement, où j'ai toujours cette petite voix intérieure qui est là, qui m'embête. Par contre, j'essaie quand même chez moi de ne pas trop en parler. Très honnêtement, j'en parle parfois, mais quand j'en parle, je veux toujours donner une image positive de Jean-Charles. Et s'il m'arrive de pleurer, c'est de toute façon seul. Mais je ne veux vraiment pas, à un moment donné, faire
ce que je reproche aux autres. Donc, à savoir systématiquement revenir sur le sujet, à savoir tirer les gens par le bas, je pense qu'effectivement, on est là, il faut vivre, et il faut... Le bonheur, il est là, il faut le prendre, sinon, je ne sais pas s'il y a quelque chose après, d'aucuns pensent, moi je le pense de moins en moins, mais voilà, donc je pense en tout cas qu'on ne fait pas de mal, on ne fait pas de mal à vivre. Et ça, je pense aussi que c'est un message que je veux donner. Ludivine et Oscar ont appris par la presse que je venais aujourd'hui. Donc c'est, pour vous dire, c'est quelque chose que je n'en parle pas. Et par contre, Oscar a lu l'article, parce qu'il y a eu un petit article dans le courrier qui annonçait la conférence d'aujourd'hui, et il a pleuré, en me disant « Papa, je ne savais pas que tu avais une carapace, etc. etc. » Mais j'écoute, surtout, ne pleure pas, c'est certainement pas ce que je veux, c'est que l'image que je veux donner, c'est une autre image. Donc t'arrêtes de pleurer. Non, c'est surtout pas cette image-là. L'image que je veux donner, ce sont des images positives. Il faut se battre, il faut s'amuser, il faut travailler, il faut faire tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas revenir systématiquement en arrière. Maintenant, qu'ils le sachent à 12 ans, c'est peut-être aussi important aussi de savoir pourquoi parfois on peut peut-être être un peu moins bien. Une autre chose, et ça, tous ceux qui l'ont vécu ici savent de quoi je vais parler, mais quand je vous ai dit qu'il y avait plein de choses qui à la maison faisaient en sorte de vous le rappeler, il n'y a pas que la maison, et ça c'est toutes les personnes qui ont vécu le drame, qui le vivent quasiment, enfin pas nécessairement au quotidien, mais voilà, on est au mois d'octobre. Le mois de septembre vient de se passer, donc le 29 septembre, c'était la date anniversaire de Jean-Charles. Bien évidemment, on y repense. Et puis il va arriver le mois des morts, avec novembre, avec la Toussaint, etc., etc. Bien évidemment, ça vous refait en pleine figure. Et puis arrivent les Saint-Nicolas, les réveillons, et bien évidemment, ça vous revient en pleine figure. Et puis arrive donc le mois de janvier avec également le coup du lapin, vous aurez compris ce que je veux dire. Et puis le mois de février, avec sa date de la mort. Et donc c'est un cercle vicieux qui est là, qui est un peu comme une forme de cancer qui est à l'intérieur, qui vous mine de l'intérieur, et que soit vous alimentez, ou que soit vous n'alimentez pas. Et le fait de l'alimenter, c'est ce que je pense, à un moment donné, ont fait mes parents. Le fait de ne pas l'alimenter, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire. Et même quand je viens ici, c'est une forme de thérapie. Je vous remercie d'ailleurs de m'aider à passer cette thérapie ensemble. Je vous l'ai dit que parfois j'avais envie de taper du poing sur la table, de remettre en route ce tourne-disque qui n'a jamais plus fonctionné à la maison, dans une maison qui est devenue totalement silencieuse. Et je peux vous dire, je le dis souvent, mais il y a des silences qui font énormément de bruit. Et encore une fois, je n'ai pas trouvé la parade, je n'ai pas su, à un moment donné, avoir aussi la bonne réaction pour faire en sorte que... Parce que j'ai quand même eu l'impression qu'à partir du 12 février 1994, mes parents ont attendu la mort. Et voilà. Et ça c'est... Maintenant que papa est décédé en 19, maman est à la maison de repos, j'ai l'impression, je ne me l'explique pas, j'ai l'impression que depuis qu'elle est là, elle a beaucoup plus de personnes qui sont autour et elle me semble plus positive qu'elle ne l'a été dans le temps, si ce n'est qu'encore une fois, j'ai eu une discussion cette semaine avec, et la discussion a directement dévié, et en déviant, on ressentait encore toute une série de rancœurs, une rancœur très forte par rapport au conducteur. Encore une fois, on me dit, c'est arrivé. Et donc, comme je l'ai dit au départ, moi, Jean-Charles, ça ne se résume pas au 12 février 1994, chose que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, mes parents ont fait. Moi, Jean-Charles se résume à tout ce qui s'est passé avant le 12 février 1994. C'est bien évidemment
ce qui me permet en tout cas de continuer à garder le sourire et toujours sourire quand j'y pense. Moi, quand j'y pense, je n'ai que des bons souvenirs. Alors, j'ai noté quelques petites choses qui n'ont peut-être plus rien à voir, quoique, avec le drame, mais par rapport à ma vie ensuite plus professionnelle. Vous avez certainement entendu à un moment donné la réforme du logement social. Je vous ai dit que j'habitais dans une cité sociale, où quand j'habitais, et donc la réforme de la cité sociale, des logements sociaux, à un moment donné, c'était de dire, ben, voilà, des personnes qui habitent dans une maison où il y a énormément de chambres et qui ne sont plus utilisées, il faudrait quand même pouvoir les mettre ailleurs. Sur le fond, sur la logique, je peux comprendre. Mais si vous réfléchissez quand même un tout petit peu, il y a des choses qui ne vont pas. Chez mes parents, encore une fois, je reviens, la maison sociale. Moi, c'est parce qu'on m'a dit que je vivais dans une cité sociale. Sinon, je ne le savais pas. Il n'y a que les autres qui vous rappellent que vous êtes dans une cité sociale. Quand vous êtes bien dans votre cité sociale, vous ne le savez pas. Et donc, effectivement, chez moi, chez mes parents, la maison était leur maison. Et donc, on a toujours entretenu la maison. Chez nous, quand c'était pas Jean-François, c'était Jean-Charles, c'était moi. On faisait les pelouses et on faisait la pelouse de la voisine aussi, parce qu'elle était plus âgée, elle avait du mal à le faire, etc. Mais c'était logique, c'était ainsi. On réfléchissait même pas. Et donc, on faisait... on mettait en couleur les châssis, etc., etc. La réforme du logement social, c'était dans les années 2004-2009, qui est venue parce que des gens avaient fait des conneries sur Charleroi, et c'est toujours la même chose. Vous avez un scandale qui arrive, et à un moment donné, on remet le balancier de l'autre côté et on va beaucoup trop loin. Et donc, on a, à mon avis, mis ce balancier. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à l'époque, la cité sociale, il y avait 3 chambres. Alors si vous faites le compte, 3 chambres pour 7 personnes, il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Et donc il fallait que celui-là aille dormir un petit peu ailleurs. Celui-là, je le dis à l'aise, ce fut moi. Et donc moi j'ai dormi un petit peu partout. J'ai jamais dormi à la maison. Ce qui m'a permis notamment, je dormais chez mes grands-parents, c'était pas très très loin. Et puis arrive cette fameuse réforme du logement social, où effectivement, mes parents perdent Jean-Charles, les enfants vieillissent, partent, et mes parents se retrouvent dans une maison, 3 chambres, avec une chambre qui est un musée, je me rappelle, la chambre de Jean-Charles, et surtout, et ça c'est pas matériel, c'est les souvenirs. Tous les souvenirs sont dans la maison. Et donc quand on fait cette réforme de logement social, moi je me rappelle avoir vu le ministre Antoine, je lui ai expliqué mon affaire en disant vous vous trompez, vous faites à mon avis une erreur. Et je pense, et je continue à le dire, j'ai la casquette maintenant de président du logis tournaisien, dès lors que quand vous êtes dans votre maison, vous savez qu'éventuellement dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, on va vous mettre ailleurs, est-ce que vous allez encore considérer cette maison comme votre maison et encore l'investir dedans? Non. Et ce qui arrive maintenant, je vous assure, j'habitais au 17 Clos des Cerisiers. Si vous allez à Potte, faites-moi plaisir, allez voir ce qui est devenu le 17 Clos des Cerisiers. C'est un véritable scandale. On n'y mettrait pas un cochon. Dingue, 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 dingue. Quelqu'un m'a remontré une vidéo où on me voit quand j'étais gosse en train de faire la pelouse. Maintenant, il n'y a plus de pelouse, il y a des bazars ainsi. Et donc, pourquoi je vous le dis, c'est par rapport aux parents, quand à un moment donné, on leur a fait comprendre qu'il fallait dégager, c'est difficile, parce que ce n'est pas les chambres, on s'en fout, c'est tout ce qui va à côté. Et tout ce qui va à côté, c'est depuis le début, tout ce que je vous ai dit, c'est le village, c'est les relations qu'on a avec les uns et les autres, c'est cette chambre qui est un musée, c'est cette horloge qui est là. Et donc ça a été très difficile.
Je vais aussi vous donner une autre petite histoire que j'ai vécue. J'aime bien la dire, j'aime bien la faire partager parce qu'on ne s'imagine pas nécessairement, quand on parle de cette personne-là, qui il était vraiment. Mais dans l'Assemblée, certaines personnes ont certainement connu Guy Spitals. Alors moi, Guy Spitals, je l'avais eu comme professeur, puis j'ai eu la chance de le connaître via Christian Massy, et là on est en 1994, juste après que Jean-Charles vient de décéder. Et nous sommes à Tournai, campagne électorale. Je vous dis, j'ai toujours adoré Spit. Et Spit passe devant un petit magasin et discute avec une jolie fille. Il aimait bien les jolies filles, je pense. Et la jolie fille n'était autre que ma sœur. Et puis le Spit revient et me dit tu as beaucoup de frères et sœurs? Et je lui dis vous venez de voir Sylvie, il y a Caroline, je dis ce qu'elle est, Jean-François, et je viens de perdre Jean-Charles. Alors je ne sais pas si vous imaginez encore le visage de Spit. Dieu, son visage s'allonge, et puis il me dit je ne sais pas si tu sais, mais je le savais bien évidemment, j'ai perdu Emmanuel, donc Spit avait perdu une fille, et il me demande comment réagissent tes parents. Et je lui explique l'horloge, je lui explique la persienne, je lui explique toute une série de choses. Et le hasard faisait que ce soir-là, il allait sur Pott, parce que c'était campagne électorale, et il voulait aller à Pott. Il y avait une festivité dans une école. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresserait que je puisse aller rencontrer tes parents? Alors je ne sais pas si vous imaginez à l'époque ce qu'était Spitals. D'ailleurs, aujourd'hui, les Spitals, j'ai beau regarder un peu partout, je n'en trouve pas vraiment, tant qu'homme d'État. Mais là, ce n'est pas le président du Parti socialiste ou l'homme d'État qui va voir une famille. De toute façon, il n'y avait rien à gagner, les voix, elles étaient acquises. C'est le papa qui a perdu un enfant qui veut aller voir des parents qui ont perdu un enfant. Ça se passe bien évidemment très très bien. Spit se lève, part. Et puis je lui dis, vous avez remarqué cette putain d'horloge? Et puis ça passe. Les années passent. Les années passent. Et puis bon, pour ceux qui se rappellent un peu de l'histoire, l'histoire politique rattrape Spitals, il est jeté comme un malpropre au niveau politique, etc., etc. Bref, qu'importe. Et je le rencontre 5 ans après. Christian Massy était présent à cette réunion-là. C'était la réunion où on mettait les députés qui n'allaient plus être députés ou les ministres qui n'allaient plus être ministres, qui partaient, parce qu'on savait qu'ils partaient soit en pension, soit ils ne se représentaient pas. Lui, c'était un peu différent. Lui, il partait parce qu'on le jetait dans l'affaire Augusta. Et donc, nous sommes 5 ans après. Et il se retourne sur moi et il me dit Paul Olivier, Spit, est-ce que l'horloge est toujours bloquée chez toi à 22 heures? J'aime bien donner ce truc-là parce que là, c'est le papa qui parle. Ça, j'en suis sûr. C'est le papa qui a perdu un enfant qui est là et qui parle et qui s'en rappelle. C'est une anecdote que je donne parce que j'aime bien le donner. Lorsque je vous ai dit que j'avais été la porte qui avait été ouverte quand c'est arrivé à la maison que j'étais remonté, c'est un commissaire que j'ai reconnu par après. Et certains le savent, je suis un fou de Georges Brassens. J'adore Brassens. Je trouve qu'il y a plein de choses dans Brassens. Brassens se moque souvent de la mort. Et ça m'aide énormément de chanter des chansons où il se moque, où il fait systématiquement un pied de nez à la mort. Et donc, Brassens, c'est un petit peu mon remède, ça je vous le dis. Quand je ne suis pas bien, j'écoute Brassens. Et c'est assez marrant parce que, encore une fois, lorsque c'est arrivé à l'époque, bah, comme je vous ai dit, tout jeune, il y a quand même très peu de jeunes qui, à un moment donné, on est tous derrière la police en plus. Il faut vous rappeler, on se remet quand même, on est au siècle dernier. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le contexte est totalement différent. À l'époque,
il était de bon ton quand même de crier comme Brassens, mort aux vaches et vive l'anarchie. Et donc, à mon avis, je devais le faire aussi à ce moment-là. Et donc, quand je rencontre cette personne-là, ce policier-là, je ressens un humanisme exceptionnel, vraiment très important. Ce qui m'a fait, en tout cas, aussi réfléchir par après, parce qu'on peut gueuler quand on est jeune, on n'est pas nécessairement toujours très malin non plus. Et il faut savoir que Brassens a vécu aussi un épisode un peu particulier. C'est qu'il était atteint de colique néphrétique, donc de pierre au rein. À l'époque, les pierres au rein n'étaient pas comme maintenant facilement guérissables. En tout cas, c'était très 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 douloureux. Je sais que maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut régler le problème. Et Brassens, dans une de ses chansons, fait aussi référence que le jour où il souffrait de colique néphrétique, il hurlait tellement fort qu'une personne est rentrée pour l'aider. Et la personne, c'était un policier. Et donc, je vais quand même vous relire ce qu'il met dans une de ses chansons, parce que je suis souvent, j'y repense souvent par rapport notamment aux policiers, de la manière dont il avait dit. Le représentant de la loi vint d'un pas débonnaire, sitôt qu'il m'aperçut, il s'écria tonnerre. On est en plein hiver, et si vous vous geliez, et de peur que je n'attrape une fluxion de poitrine, le bougre, il me couvrit avec sa pèlerine. Ça ne fait rien, il y a des flics bien singuliers. Et je trouve que cette parole-là, dans l'historique de Brassens, en sachant ce qu'il avait vécu, et ce que j'ai vécu à un autre moment, c'est un clin d'œil que j'aimais bien, en tout cas, vous faire partager. Je vous l'ai dit que la politique politiquement, ça m'avait rendu plus fort ce passage. Je vous ai dit que je continuais à cracher au ciel quand j'allais au cimetière, même si j'adore avoir des discussions sur la religion. Pour vous dire aussi l'esprit taquin qui m'animait à l'époque, et je pense que je l'ai toujours aussi, mais Jean-Charles était quelqu'un de très très taquin, je le suis également. Et je vais bientôt clôturer parce que ça fait quand même un petit moment que je parle. Je me rappelle que quand il est tout petit, il y a une chanson, je l'avais surpris. Il écoutait une chanson que beaucoup de personnes connaissent ici. C'est la chanson, je ne sais plus, j'ai oublié le nom de la chanteuse, mais ce sont les Roses Blanches. Les Roses Blanches qui sont très tristes. Mais je suis désolé, quand j'écoute les Roses Blanches, moi je rigole. Je vais vous dire pourquoi je rigole. Jean-Charles, tout petit, écoute les Roses Blanches, et puis on dit à un moment, et tu n'as plus de maman. Bien évidemment, c'est triste. Et Jean-Charles, il est gosse, et il est gosse, il pleure. Ça passe. Et puis nous allons à l'Athénée, où Jean-Charles, costaud, et parfois me taquine un peu, et donc de façon pas très élégante, je le dis à mes copains, et donc chaque fois que Jean-Charles nous emmerdait, on faisait chacun, l'un à la guitare, l'autre à la batterie, etc., etc. Nous chantions tous à l'Athénée, voici des Roses Blanches, et Jean-Charles nous foutait la paix au moins pendant quelques heures et quelques jours. Et donc effectivement, quand j'écoute les Roses Blanches, je ne pleure pas, je rigole en pensant à Jean-Charles. Ceci étant, bien évidemment, pour la petite histoire. J'ai commencé, et je terminerai par là, par un terme, à savoir que le bonheur que je pense avoir connu à un moment donné. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous faites de la politique, vous ne faites pas nécessairement que des heureux. Et j'ai reçu pendant très longtemps des lettres anonymes. Des lettres anonymes qui, je vous les résume. Ludivine, salope. Polo, un gros con. Et Oscar, un bâtard. Donc c'est ce que je recevais en lettres anonymes, ça ne fait jamais plaisir.
jusqu'au jour où ce sont tous des découpages. Et ça, c'est un conseil. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'Assemblée qui parfois font des lettres anonymes, donc je vais vous donner un conseil pour ne pas vous faire prendre. C'est de ne pas en faire de trop. Parce qu'à un moment donné, quand vous en faites de trop, vous vous faites toujours coincer. Toujours. Et je me rappelle très bien où j'étais. Quand à un moment donné, Ludivine m'a téléphoné pour me dire « Tu connais monsieur Untel ?» Je dis « Ouais, je connais très bien. Je l'adore. Vraiment quelqu'un que j'adore. » Oui. Si ce n'est que c'est lui l'auteur des lettres anonymes. Je suis tombé du grenier à la cave. La personne n'habite pas Tournai, donc elle ne peut pas m'en vouloir parce que j'ai mis une taxe à 8,5% au niveau de quelque chose, quoi, ou parce que j'ai augmenté de 50 centimes le prix de la piscine. Donc, n'habite pas Tournai. La personne, quand je la voyais, je l'admirais et je l'appelais toujours monsieur. Je l'appelais toujours monsieur. Et puis, donc, dès lors qu'il avait été détecté, il m'a un jour écrit une lettre pour s'excuser et pour me dire si je l'ai fait, c'est parce que quand je vous vois dans les journaux, à savoir Ludivine, moi, parfois Oscar, j'essaie souvent d'éviter, et il arrive qu'il est pris en photo avec nous, vous représentez le bonheur. Je peux vous garantir que je serais beaucoup plus heureux si mon petit frère était encore là. Je vous remercie en tout cas pour ma thérapie que vous m'avez permis aujourd'hui. Merci, monsieur Olivier, de nous avoir donné un peu votre ressenti de ça. Vous êtes un peu livré dans votre intimité, nous avoir révélé des choses que nous ne connaissions pas. Ça nous apprend à mieux vous connaître et surtout à voir comment vous avez pu vivre, et surmonter le deuil de votre frère. Je crois que c'est un témoignage vraiment émouvant. Que vous en remercier. Si maintenant nous pouvons prolonger cette conférence par un débat, si certaines personnes souhaitent poser des questions à M. Paul-Olivier de la Voix, c'est bien volontiers qu'il répondra à celle-ci. Car une conférence c'est bien, mais si on peut partager ensuite certaines choses et faire vivre à d'autres personnes notre ressenti ou ce que l'on a vécu soi-même, ou poser des questions pour voir ce que les autres en pensent, c'est toujours très intéressant et très vivant de pouvoir faire ce genre d'échange. Voilà, donc si certaines personnes veulent partager, on peut leur passer le micro pour poser des questions. Je voulais juste dans cette partie, parce que c'est une question très bien. Et je voulais aussi, ça m'a particulièrement touchée parce que je perds mon frère, mon chat, il y a 5 ans, à 25 ans. Et je suis une grande fan de la science. Merci. J'ai oublié de vous dire que voici peu, j'ai inauguré une statue dans le parc Rogier, justement par rapport aux enfants victimes de la route. J'ai voulu absolument la mettre là, donc c'est une statue qui a longtemps été ici dans la cour de l'hôtel de ville et qui avait été mise par des clubs religieux, enfin quelque chose en genre là, dont les bénéfices allaient pour l'enfance. Et c'est assez marrant parce que cette poupée, elle était là, donc ce sont des grandes poupées, il y en avait dans toute la ville, et c'est pas moi qui ai choisi que cette poupée soit à tel endroit. Et
j'avais l'impression qu'à chaque fois, quand je sortais, cette poupée me parlait. Et en fait, si vous la regardez, parce qu'elle est maintenant située donc, dans le square Rogier, là, en face de l'hôpital civil, c'est une poupée qui est constituée d'une forme de puzzle. Et il y a une pièce qui manque au puzzle, c'est à la place du cœur. Et donc j'ai trouvé effectivement la symbolique de la jeunesse, de la mort, et j'ai souhaité absolument le mettre à cet endroit-là, parce qu'à cet endroit-là, non seulement il y a eu un jeune garçon qui est décédé, et j'ai souhaité aussi que la statue soit dos tourné à l'hôpital. Pour la symbolique, j'adore la symbolique. J'aime beaucoup mettre des choses dans la symbolique. Et donc je voulais absolument qu'elle soit dos à l'hôpital, qu'elle regarde vers la ville, dos à la mort, regarder vers le centre-ville, donc ce que je considérais comme la ville. Et comme je vous ai dit que j'adorais la symbolique, et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai inaugurée un certain 12 février. N'hésitez pas, hein. Mettez bien le micro, voilà, c'est mieux. Vous avez reconnu que vous ne seriez peut-être pas où que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas connu ce drame atroce. Et je me disais que vous avez fait référence à Georges Brassens, quand je fais référence à Johnny Hallyday, sans cette misère n'avoir pas été muni par son père ni par sa mère, serait-il devenu le grand Johnny numéro des cieux? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Vous avez compris? Parce que Vous m'entendez? je vous entends, mais... Johnny a été recueilli par son père. Il ne l'a jamais aimé, sa mère ne s'en est pas occupée, et sans cette souffrance, il ne serait pas devenu le grand Johnny. Mais par contre, je peux vous garantir, je me suis limité qu'au grand Jojo et à... non, non, c'est clair. Tout à... Et une histoire. Tout à fait, juste, vous avez raison. Merci, c'est gentil. Mais vous avez raison, effectivement, dans la souffrance peut à un moment donné avoir des effets bénéfiques parce que ça vous permet de... Enfin, moi je vous dis, ça me permet de relativiser énormément de choses en disant, il y a quand même plus grave que quelqu'un qui râle au conseil communal. Hein. Tout à fait. Oui, mais encore une fois, pour moi, c'est très symbolique hein, que Brassens se soit mort quasiment la veille de la Toussaint. et de la Toussaint, à savoir avec tout ce qui avait trait à la mort. Et il y en a un autre qui est Léo Ferré, qui était effectivement, ça c'est autre chose. Lui, il est mort un 14 juillet. Donc quand on sait tout ce qu'il a à un moment donné eu comme répertoire par rapport à toute une série de choses, c'est aussi un autre clin d'œil. Et lorsque Georges Brassens est mort, pour moi c'était catastrophique, mais j'étais enceinte de mon fils. Et donc après cette immense douleur, il y a eu une immense joie. Voilà, je tenais à symboliser. Merci madame. Je pense qu'on peut avoir le même ressenti si on perd quelqu'un de cher, un homme, un époux, une femme, très jeune, ce qui est mon cas. Tout à fait. Bonjour, merci. Au nom de la paix, je tiens à vous mettre ce petit cadeau. C'est un livre que je crois que vous lirez avec beaucoup d'intérêt, car c'est l'expérience d'une maman qui a vécu la mort de son enfant. Je vous remercie beaucoup. Merci, en tout cas, j'espère ne pas avoir plombé l'ambiance cet après-midi. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, je vous
vous remercie. Merci à Et tous. je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine.